Salut tout le monde, un nouvel épisode aujourd'hui dans le bistrot des légendes, mais une fois n'est pas coutume, On ne fait pas de top 10. voilà, on va faire une réécriture de l'histoire du foot fiction, ce que les anglo-saxons appellent un what if, Ce qu'on appellera nous et si. voilà, ce que les intellectuels appellent une uchronie. Une uchronie. Donc, c'est des intellectuels en même temps. Donc, oui, d'accord. voilà, c'est une réécriture de l'histoire et tout ce qui en aurait découlé. Un peu comme Quentin Tarantino dans Inglourious Basterds. Voilà, exactement. Spoiler, Hitler meurt à la fin. Comme dans la vraie histoire, mais différemment. Voilà, c'est pas pareil. C'est pareil, sauf que c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Alfredo monsieur Di Stefano, dit la saeta rubia. la flèche blonde. Donc, peut-être, certainement, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, très certainement le meilleur joueur de son époque. Et on va s'intéresser à son transfert avorté au Barça, réussi au Real Madrid, avec la polémique qu'il y a eu autour du transfert et qui a créé, on peut peut-être le dire, le début de la très grosse rivalité entre les deux clubs. Donc on va vous faire 3 parties. Une première partie contexte sportivo, politico, historique. Deuxièmement, on va faire vraiment de la fiction. On va se poser toutes les questions qu'une réécriture de l'histoire aurait pu engendrer. Et puis à la fin, on va regarder et se poser les questions de ce que ça aurait pu changer. Donc on va mettre une petite notation sur la carrière du joueur, sur l'histoire du Barça et sur l'histoire du foot à plus globalement parler. Voilà. Donc on va attaquer de suite. Alors, sans plus attendre, Alfredo Di Stefano, donc un joueur argentin à la base. Il jouait à la fin des années 40 à River Plate. Buenos Aires, Argentina. Voilà. Juste après la grande équipe de la Máquina de River. Donc lui, il arrive plutôt dans la fin des années 40, presque au début des années 50. À ce moment-là, il y a une grève des joueurs auxquels les présidents de club répondent par une espèce de lockout. Donc il y a pas mal de joueurs qui quittent le championnat est paralysé. Di Stefano en fait partie, il signe aux Millonarios. De Bogotá, Colombie. Voilà. Donc la Colombie, à cette époque-là, récupère des joueurs d'un peu partout en Amérique du Sud et crée une espèce de Super League où ils mettent pas mal de fraîches sur la table. Ils créent une ligue la plus compétitive d'Amérique du Sud. Une sorte de Chinois de maintenant, voilà. De l'époque. Mais mieux. Et avec des vrais stars. Donc ça va durer 3 ans pour Di Stefano, il va jouer 3 ans aux Millonarios. Ce qui ne le change pas beaucoup puisque le surnom de River Plate sont aussi les Millonarios. Donc voilà. Lui, il était millionnaire jusqu'au bout. Donc en 52, la Colombie qui n'est pas affiliée à la FIFA voit la FIFA intervenir pour plus ou moins dissoudre le championnat et demander à ce que tous les joueurs réintègrent leur club d'origine. On rentre au Donc à cette époque-là, il y a un peu un vide juridique. À qui appartient Di Stefano? Aux Millonarios de Bogotá, à River Plate. Donc en même temps, en 52, les Millonarios sont allés jouer en Espagne pour le cinquantenaire du Real Madrid. Ils ont mis une branlée au Real avec un exceptionnel Di Stefano qui a plus ou moins éveillé... voilà. J'allais dire crever l'écran, mais à l'époque, il n'y a pas d'écran, voilà. je crois. Donc il a crevé les yeux et les rétines des personnes qui étaient là. Donc en 52 également, notre ami Kubala, qui est le meilleur joueur européen qui joue au Barça, est atteint de tuberculose. Donc il n'a pas joué pendant plus d'1 an. Le Barça cherche donc un remplaçant. Donc Josep Samitier, ancien grand joueur du Barça qui a fini sa carrière au Real, mais qui est conseiller du président du Barça. Une sorte d'Eric Abidal de l'époque. Voilà, va négocier le transfert avec River Plate. Le Real réagit un peu plus tard, va voir River Plate qui lui dit que le transfert est déjà bouclé avec le Barça. Donc le Real Madrid se retourne vers les Millonarios de Bogotá, ceux-là. Et donc les deux clubs, Barça et Real, réclament la propriété du joueur, puisque on est dans une situation ubuesque, puisqu'il y a 2 acheteurs, 2 vendeurs, mais un seul produit. Et donc les 2 acheteurs ont acheté et se réclament le droit d'utiliser. Donc dans le même temps, Di Stefano traverse l'Atlantique en bateau. À l'époque, il n'y avait pas encore de transatlantique, enfin, si, mais en bateau. Donc, il joue quelques matchs amicaux, il en joue 3 avec le Barça. Donc, vous voyez une des photos ici, photo collector. Et pendant 4 mois, il y a une bataille juridique entre les deux clubs qui se réclament la propriété de Di Stefano. Donc, pendant 4 mois, Di Stefano ne joue pas. Voilà, il est au chômage technique, on va dire, bloqué par les batailles entre les deux clubs. Et du coup, donc, son ami
Kubala organise des matchs amicaux rien que pour que Di Stefano puisse courir. Donc voilà. à l'époque, il le raconte une interview pour SoFoot qui est pas mal. Lui, à ce moment-là, il est dégoûté, il veut rentrer au pays, tout ça. Il veut reprendre le bateau. Il veut reprendre le bateau dans l'autre sens. Il dit qu'à un moment, il achète les billets pour repartir, mais au final... Voilà, donc au final, le Barça, qui n'en pouvait plus de cette situation, et peut-être qui avait récupéré Kubala, donc s'ils n'avaient pas récupéré, ça on en parlera tout à l'heure, le Barça décide de vendre ses parts du joueur, donc 50%, à la Juventus. La Juve, avant de se mettre dans ce sac de nœuds, demande un arbitrage à la FIFA. La FIFA redélègue cet arbitrage à la Fédération espagnole de foot, / à l'État espagnol. On va en parler juste après. Donc l'arbitrage qui est rendu, c'est que Di Stefano va jouer les 4 saisons qui suivent l'été 53. Ouais, non, pas celle-là. Ni celle du Pizzaiolo du coup. Il va jouer 4 saisons, une fois au Real, une au Barça, une au Real, une au Barça. Et le Barça refuse cette situation et finit par vendre ses parts au Real Madrid. Et fin 53, début 54, Di Stefano va intégrer le Real Madrid et y jouer plein pot. Il va s'habiller en blanc et il va devenir le joueur que l'on sait. Juste avant que tu attaques la partie un peu politique, on va parler un peu gros sous. On va parler pesetas. Voilà, grosse pesetas à l'époque. L'année où Di Stefano signe au Real Madrid, entre son transfert, sa prime à la signature et son salaire sur toute l'année, l'ensemble des dépenses représente plus de 40% du budget du Real. Et qui sort le chéquier à l'époque. Voilà, donc on parle aujourd'hui du salaire de Messi, de la masse salariale du club par rapport au budget du Barça. C'était déjà vrai à l'époque. Donc ce transfert, on va dire sportif, rentre dans un cadre plus global politique. Donc pour les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui n'auraient pas suivi un ISTGO, qui était au fond de la classe, donc en 52-53, donc c'est Franco qui est à la tête de l'État espagnol depuis 1939 et sa victoire contre les Républicains, à la tête d'un État, une dictature, la seule force de l'Axe qui n'est pas tombée aux mains des forces alliées. Donc un État totalitaire qui réduit les libertés évidemment, donc pleine de libertés, et celle qui nous intéresse un peu dans le cadre du Barça, donc deux en particulier, celle de pouvoir parler catalan et celle de pouvoir se rassembler dans la rue. Deux libertés qui sont entre guillemets possibles au sein de l'enceinte du Barça, donc l'Escorts puis le Camp Nou à partir de 57. Donc un espace qui devient un peu un espace de liberté puis de revendication au fur et à mesure des années jusqu'en 75-77, la fin de l'État totalitaire. Donc ce transfert est dans ce contexte-là, un contexte qui a été encore plus envenimé, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, mais donc pendant la guerre civile, Franco fait fusiller Josep Sunyol, donc homme politique et président du Barça, au début de la guerre civile. Donc tout ce contexte-là fait peut-être changer la décision de la Junta del Barça au moment de revendre les parts au Real Madrid. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme c'est déjà le cas aujourd'hui, il n'y a pas de presse indépendante et tout le monde est partisan. Donc suivant, si vous vous intéressez à ce sujet, que vous souhaitez lire des articles de journaux, des livres, etc., vérifiez bien vos sources et plutôt quel type de sympathie ils ont, parce que si vous lisez des gens qui sont plutôt pro-madrilènes, ils vont dire que c'est le Barça qui s'est désengagé un peu de lui-même sans qu'on lui demande sa part, et si vous lisez des articles, des contenus qui sont plutôt pro-barcelonais, on va clairement dire que c'est Franco qui a joué tout son poids pour faire balancer la décision côté Real. Donc nous on n'est pas là pour dire où se situe la vérité, on est juste là pour vous dire qu'il y a de la polémique là-dessus, voilà, et puis on va rebondir sur ce que ça aurait. Donc pour avoir ces deux sons un peu, par exemple si on écoute une interview de Di Stefano, quand on lui demande mais
qu'est-ce qui a fait intervenir ce choix, lui il répond que c'est purement sportif, que son transfert est quelque chose d'uniquement sportif. Si on écoute de l'autre côté, donc un écrivain qui a beaucoup écrit pour le Barça, Manuel Vázquez Montalbán, lui parle de vol perpétré par la Fédération espagnole de football. Donc voilà, c'est entre ces deux vérités-là se cache certainement la vraie vérité. Où est-ce qu'elle est? Nous, toujours est-il que Di Stéfano aurait pu signer au Barça et qu'il a fini au Real Madrid. Voilà. Donc, autre contexte qu'il faut mentionner parce que ça va être important pour la suite, en 1954, il y a l'équipe et qui crée en même temps France Football, mais l'équipe décide d'organiser la première Coupe d'Europe de football. Et donc, c'est pas... Alors, en 54, le Real va être champion, mais ils n'invitent pas automatiquement le champion sortant de tous les pays, ça se fait sur invitation. Et le premier club qui est invité, c'est un journaliste qui s'appelait Pardo, qui travaillait à Mundo Deportivo, qui est diligenté par l'équipe pour aller demander au Barça, qui à l'époque est un club plus prestigieux que le Real, de participer à cette Coupe d'Europe. Et les dirigeants du Barça n'y croient pas du tout. Ils croient que c'est une utopie. Enfin, ils ne croient pas du tout au projet d'une Coupe d'Europe. Donc, ils déclinent. Ouais, ces années-là, là, c'est un peu le début, on va dire, de pas mal de choses qui sont présentes aujourd'hui. Donc, la Coupe d'Europe, le Ballon d'Or aussi. Toutes ces choses qui se créent dans les années 50. C'est donc le début de l'ère moderne du foot, les premières télévisions. Enfin, voilà. Tout ce qui va... L'histoire du foot, telle qu'on la connaît, elle commence vraiment au milieu des années 50, et c'est le virage que le Barça a raté en ratant Di Stéfano et en refusant de participer à la Coupe d'Europe, parce que du coup, ce journaliste de Mundo Deportivo, une fois que Josep Samitier lui a dit non, ça ne m'intéresse pas, il a appelé son confrère du Real Madrid qui lui a dit moi ça m'intéresse, oui, et du coup le Real, derrière, va gagner les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe, ce qui peut s'appeler la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc juste, on va enchaîner sur l'impact de Di Stéfano sur le palmarès du Real Madrid. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand Di Stéfano arrive au Real en 1953, le Real n'a rien gagné depuis 20 ans. Voilà, il n'a gagné que 2 Ligas. 2 Ligas. Alors première Liga en 1929 et l'état des forces en 1953, c'est que le Real en a 2, le Barça en a 6. En 8 ans au Real Madrid, en 11 ans au Real Madrid, Di Stéfano va gagner 8 fois la Liga, 5 fois la Ligue des Champions, enfin l'ancêtre de la Ligue des Champions. Pendant que le Barça gagne que seulement 2 Ligas. 2 Ligas. Donc il renverse un peu la situation. Exactement. Donc c'est 11 saisons, 396 matchs, 308 buts. Ces 308 buts, ils ont tenu jusqu'à, je crois qu'il n'y a que Raoul puis Cristiano Ronaldo qui les a battus. Di Stéfano, c'est quand même buteur dans les 5 finales gagnées par le Real Madrid. Bon, à une époque où on plante nombreux buts en finale, puisque celle contre Francfort finit à 7-3, je crois que contre le Stade de Reims doit y avoir... 7-3 en 60 contre l'Eintracht, c'est quadruplé de Puskás et triplé de Di Stéfano. Mais Di Stéfano marque dans les 5, donc c'est quand même ça compte. Il marque pas dans la finale perdue de 62. Premier match, premier classico que va jouer Di Stéfano, Manita 5-0 pour le Real, avec doublé de monsieur. Et donc, juste pour refaire un petit état de la win et de la lose des deux clubs jusqu'à l'arrivée de Di Stéfano, jusqu'au début de l'arrivée de Di Stéfano. Donc, le Barça a 6 Ligas, le Real en a que 2 en 53. Quand Di Stéfano part, il y a 8 Ligas pour le Barça et il y en a 10 pour le Real, avec en plus 5 Champions. 5C1, on va dire. 5C1. Juste avant Cruyff, donc tout ça pour dire que l'arrivée de Di Stéfano a déclenché les 30 glorieuses du Real Madrid, puisque en 1990, quand Cruyff va gagner sa première Liga avec la Dream Team, il y a 10 Ligas pour le Barça. Ils en ont gagné juste une dans les années 70, une dans les années 80. Donc Cruyff entraîneur. Voilà. Donc le Cruyff entraîneur, oui. Donc quand le Cruyff entraîneur attaque la winning streak du Barça, le Real, lui, sort de la sienne, enfin qui n'est pas finie, mais ils ont 25 Ligas à 10 et ils ont 6 Champions en plus. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le Real a 33 Ligas, le Barça 25 et 14 Champions à 5.
6, je m'avance un peu, ça sera dans quelques mois. Donc voilà, tout ça pour dire que avant Di Stefano, le Real ne gagnait rien. Avec lui, ils ont tout gagné et ça a enclenché 25 années de win absolu. Et le Barça, lui, était un peu dans les années sombres où ça ne gagnait plus. Exactement. Voilà. Alors juste avant de passer au foot fiction, on va vous décrire un peu qui était Di Stefano. C'est un mec qui a révolutionné le poste de numéro 9, puisque c'était un avant-centre buteur, mais aussi un organisateur de jeu. Voilà, donc une sorte de 9,5 de l'époque. Voilà, une sorte de Lionel Messi. Et en termes de talent et d'écraser de son talent de son époque, c'est la même chose. Et en plus, il était assez connu pour être un mec qui s'engageait défensivement. Donc c'est Messi qui défendrait comme Griezmann, quoi. Voilà. Donc ça pose un peu le type. Quoi d'autre? Alors oui, j'ai réussi à recueillir l'avis d'un vieux socio du Barça qui a connu les Corses, qui était abonné à l'époque. Et pour lui, le meilleur joueur qu'il ait vu, c'est Lionel Messi. Et après, c'est Di Stefano. Alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui a vu... Qui Pelé, était abonné Maradona, Cruyff, Maradona abonné à Barcelone, Ronaldo, j'en passe. Et par exemple, parce qu'en France, je trouve que quand on cite, on demande dans les discussions des meilleurs joueurs de l'histoire, ils reviennent tout le temps Pelé, Maradona, mais Di Stefano pas autant. Pas trop. Nous aussi, en plus, on cite donc Platini, Zizou Voilà. dans un top Di chauvin. Stefano, je vous engage à regarder, il y a une vidéo de Didier Roustan, celui Didier, qui a fait un top 15 all-time, et lui, il place donc Pelé, Maradona, et troisième ex-aequo, Messi et Di Stefano. Bien devant Zidane, bien devant Platini, etc. Donc tout ça pour dire qu'on parle vraiment d'un joueur qui est tout en haut, quoi. En France, je pense que c'est pas autant dans les mœurs et dans les mentalités que ça peut l'être en Espagne, mais c'est vraiment un joueur muy top. Et donc, 2 ballons d'or pour Di Stefano, et également en 1989, il y a France Football et TF1 qui avaient fait une émission, un super ballon d'or, pour récompenser celui de tous les vainqueurs précédents qui méritaient d'être le plus crédité, et c'est Di Stefano qui avait été élu super ballon d'or en 1990. Donc Di Stefano qui peut avoir le ballon d'or dans ces années puisqu'il est naturalisé espagnol, puisqu'à l'époque, avant 95 il me semble, il n'y a que des joueurs européens qui pouvaient avoir le petit ballon doré. Non, celui-là n'est pas doré. Ouais, mais il a un lacet celui-là, comme à l'époque. Juste avant de passer aux questions, dernière chose, donc on peut dire, je pense, même s'il y a eu des clients dans l'histoire du Real Madrid, qu'en plus d'être le président d'honneur, Alfredo Di Stefano est le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. C'est possible. Voilà, il en est question. On passe de suite au foot fiction. Donc maintenant qu'on a planté le décor, on a parlé du contexte, on va parler de tout ce qui aurait pu se passer si cette photo avait été vraie plus longtemps que 3 matchs amicaux. Donc voilà. Évidemment, on peut se poser la question au vu de tous les chiffres qu'on a lus, qu'on vous a donnés. Donc Di Stefano fait gagner donc avec tous ses copains, donc Rento, Puskás, Raymond Kopa évidemment. Santa Maria. Donc fait gagner tous ces titres. Mais évidemment, on peut se poser la question... Est-ce que tous ces titres, ces Liga et ces C1 n'auraient pas été du côté de Barcelone si cette paire d'attaquants n'avait pas sévi à Barcelone? Le Barça était l'équipe la plus forte et il y a le meilleur joueur du monde qui devait venir dans son équipe. Donc il est allé dans l'équipe d'en face, ils ont tout gagné. On peut penser que s'il était venu au Barça, c'est le Barça qui aurait tout gagné. Donc qui aurait éclaté le palmarès à la sortie, peut-être qu'en 1965, il y aurait eu 15 Ligas à 2 ou à 3. Il y aurait eu toutes les Coupes d'Europe qui auraient peut-être été... Alors, il y a l'épisode Di Stefano et aussi l'épisode accepter de jouer les Coupes d'Europe. Ça, le Barça ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais voilà, avec la conjonction de ces deux ifs, ces deux hypothèses, on peut se dire que peut-être le Barça aurait été le grand club du début de l'ère moderne du foot. Et du coup... Peut-être aussi, aujourd'hui encore, le plus grand club de l'histoire, en tout cas le plus titré en C1, puisqu'aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a 5 à 14. 13. Donc, puisqu'il y en a 5 au départ, évidemment, si on les intervertit, voilà. La balance pencherait plutôt côté Barça. Et le Real a toujours été considéré
mondialement comme potentiellement le plus grand club parce que c'est toujours lui qui a eu le plus de titres. C'est toujours été le club qui a été en permanence le plus titré parce qu'il a commencé par gagner les 5 premières. S'il n'avait pas gagné les 5 premières, si c'est le Barça qui l'avait fait, peut-être qu'on aurait considéré le Barça comme le plus grand club. Bon, aujourd'hui il est encore dans la discussion, ça fait partie des plus grands clubs, mais peut-être qu'il y aurait eu plus de renommée. Voilà, non, mais de... Bon. Et quand on parle aussi de plus grand, donc ce monsieur-là, Ladislau Kubala, quand on parle des discussions dont on a parlé tout à l'heure, donc des plus grands de l'histoire, il arrive très peu souvent dans la discussion, alors qu'à l'époque, quand Di Stefano arrive, c'est quasiment c'est les Messi et Ronaldo de l'époque, si on peut faire des comparaisons. Ladislau Kubala, comme ses potes Coxis et Sibor sont pas Cyborg, attention. Cyborg sont pas vraiment dans la discussion parce que justement c'est pas eux qui ont gagné. Aujourd'hui, je sais pas si c'est que en France, mais peut-être plus à l'international, mais en France en tout cas, vous parlez à un fan de foot, Kubala, Sibor, Coxis, je pense que ça interpelle moins que Rento, alors Puskás c'est peut-être un niveau au-dessus quand même, mais que Puskás ou même Copa. Parce que ceux qui étaient avec un maillot blanc, ils font partie de l'équipe qui a tout gagné dans les années 50. Donc je pense que l'histoire retient quand même pas mal les vainqueurs, surtout à cette époque-là où on a 3 images et 2 articles de journaux. Aujourd'hui c'est moins vrai parce qu'on a toutes... alors c'est vrai que la Hongrie avait perdu en finale en 54, tout le monde s'en souvient. Mais c'était la finale de la Coupe du Monde, quoi. Après, forcément, le club qui gagne 5 Coupes des Champions d'affilée, il marque l'histoire et on retient les noms de ces joueurs-là plus de ceux qui jouaient dans l'équipe d'en face. Et comme le dit l'adage, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà, donc eux, ils l'ont écrit. Bravo à eux. Donc, une histoire qui, aux années 60-65, défaire au Real Madrid l'étiquette de winner, de gagnant, et au Barça donc celle du loser, donc qui devait être adoré en France puisqu'on aime les losers magnifiques. Et donc on peut se poser la question, est-ce que le tournant qui est pris par le Barça, donc en faisant venir Rinus Michels et l'époque de Cruyff, est-ce qu'elle aurait existé si à ce moment-là on est en tête des charts? Est-ce qu'on change toute la philosophie d'une équipe qui gagne? Pas sûr. Ou qui a gagné. Ça, on ne sait pas combien de temps ça aurait duré, mais le Real, lui, pendant ces années-là, il gagnait. Donc voilà, donc là c'est un petit effet papillon de l'Uchronie. Qu'est-ce qu'on a donc? Déjà, si Di Stefano avait joué au Barça, est-ce qu'il ne serait pas aussi considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du club? Donc potentiellement, aujourd'hui, le meilleur joueur de l'histoire du club, c'est un Argentin, gaucher. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas cet Argentin-là qui serait considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du club? Ça. Est-ce qu'il y aurait une statue de Kubala devant le stade? Ou est-ce qu'il y aurait une statue de Di Stefano, ou des deux? Voilà, une statue conjointe. Alors, il y a un truc qui est ouf d'envisager, c'est de se dire que si l'arbitrage avait été respecté, que Di Stefano joue une saison dans un club, une saison dans l'autre, il aurait été encore peut-être plus considéré comme, s'il faut, le meilleur joueur de l'histoire. S'il avait fait gagner son club chaque année, là ça aurait été dingue. Il fait une saison au Barça, alors je sais pas s'il y avait qualification en Champions ou pas du coup, mais genre il fait gagner le titre en Liga et en Champions au Barça, l'année d'après il le fait gagner au Real, puis au Barça, puis là c'est le mec qui aurait fait un truc tellement extraordinaire. On est sûr que c'est le joueur, le mec qui fait gagner. Exactement. Donc je sais pas, du coup, toutes ces questions, elles nous amènent à une conclusion. Vas-y. Donc moi je suis pas sûr, donc on va parler d'abord du joueur en lui-même. Est-ce que cette écriture de l'histoire a changé quelque chose à l'histoire de Di Stefano? Moi, donc on va mettre des notes sur 10. Sur 10, quel est l'impact de ce choix sur la carrière de Di Stefano? Pour moi, il est bas, il est vers 2. Moi j'avais entre 2 et 3 aussi. Parce que je me dis, ce joueur, ce grand joueur, donc peut-être le meilleur de son époque, peut-être un des meilleurs de tous les temps,
il serait arrivé au Barça qui était bon à l'époque, je pense qu'il l'aurait fait gagner aussi. Alors, il y a. Au lieu d'être le meilleur joueur de l'histoire du Real, il aurait été celui du Barça, mais ça aurait été La le chose même que joueur, ça a quoi. pu peut-être changer d'être dans le club de la capitale, c'est le fait d'avoir la double nationalité, qu'il aurait peut-être pas eu s'il avait été au Barça. Donc ça c'est... allez, je vais mettre 3 du coup. Ok. Parce que donc peut-être que s'il signe au Barça, peut-être que l'État n'intervient pas pour le faire naturaliser, peut-être qu'à ce moment-là il n'a pas les ballons d'or. Mais je pense qu'en qualité de je gagne tout, je pense qu'il aurait fait, peu importe sa maleta. Kubala avait eu aussi la nationalité espagnole, donc Ouais. ça peut... Bon, bref. Donc on va passer au Barça. Qu'est-ce que ça aura changé sur l'histoire du club? Sur 10? Ouais, c'est inversement proportionnel. 9 quoi. 9. Ouais, 9 ou 10 même, parce que tu vois que tu étais dans une phase de dominer dans le match avec le Real. Et je pense qu'on peut mettre le Barça et le Real dans cette note. Qu'est-ce que ça aurait changé pour le Real? Là, on peut même mettre 10, quoi, parce que c'est le joueur qui a tout changé dans leur histoire. C'est le plus grand joueur de leur histoire. Voilà, Donc, comme c'est clair que c'était les vases communicants, en fait. Ouais, il a été président d'honneur, il a été... Enfin, c'est, je pense... il a siphonné tous les titres que le Barça aurait pu gagner, qu'il aurait pu gagner avec le Barça. Voilà, il était adulé au Bernabéu, adulé partout où il passait. Donc c'est sûr là, que... ouais, là, ça a complètement changé. Et donc, même au-delà du Real et du Barça, donc pour l'histoire de la C1, on va dire. Ouais, ou l'histoire du foot. Puisque... Picture, ben, moi je mets au moins ça a bien un 6 ou un 7, quoi, parce que du coup on a toujours considéré le Real Madrid comme le grand club des Coupes d'Europe, etc. Et si toutes ces Coupes d'Europe avaient été gagnées par le Barça, ben, voilà. On aurait une autre lecture. Exactement, la Maison Blanche a été on va dire, le plus grand club depuis 55 et seul, enfin pas seul en tête, mais... Je sais pas si on peut dire le plus grand, mais en tout cas le plus titré, ça c'est sûr. Indéfendable. Voilà. Exactement. Ok, bah écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt avec de nouveaux contenus similaires, avec d'autres joueurs. N'oubliez pas de pianoter, de nous envoyer vos commentaires, vos likes, vos dislikes pas trop, mais vos likes surtout. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Pour d'autres SI, pour d'autres tops ou pour d'autres choses. Allez.